Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Depuis hier, le Maroc fait face à une vague de chaleur qui devrait se poursuivre jusqu'au mercredi dans plusieurs provinces du royaume avec des températures qui vont osciller entre 38 et 45 degrés Celsius. L'été officiellement installé, il fait chaud et il va faire encore plus chaud, une chaleur avec laquelle on va devoir apprendre à cohabiter. Le réchauffement climatique a dépassé un seuil symbolique. 2024 était l'année la plus chaude jamais enregistrée, la première année à avoir dépassé le seuil de 1,5 degré Celsius. En 2025, de nouveaux records de chaleur ont été enregistrés. On va justement en parler de ce changement climatique et de ces nouvelles vagues de chaleur avec vous, Monsieur Mohamed Saïd Qarrouk. Vous êtes professeur de climatologie à l'Université Hassan II de Casablanca, ex-membre du GIEC, membre de plusieurs programmes scientifiques sur le climat. Vous avez également écrit un livre, Dynamique des climats du Maroc. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Le plaisir est partagé, madame. Bonjour à vous et à tous les auditeurs et téléspectateurs de Média TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, il fait chaud, c'est l'été, il fait de plus en plus chaud. Le réchauffement climatique qu'on ressent plus que jamais. Le seuil de 1,5 degré Celsius qui a déjà été dépassé en 2024. 2024 qui a été considéré comme étant l'année la plus chaude jamais enregistrée. Comment s'annonce 2025 avec cette vague de chaleur justement qui a débuté hier et qui devrait se poursuivre jusqu'à demain? Alors, merci de m'avoir invité et de m'avoir questionné sur ces effets qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Une chaleur qui s'installe très rapidement après un mois de mai qui a été considéré au niveau européen comme le mois le plus chaud. Et puis maintenant, les choses s'accélèrent puisque on s'approche cosmiquement de l'été. Et un peu de détail sur cette situation, c'est que à nos latitudes, au tropique du Cancer, là où on est, le rayonnement solaire s'approche d'être perpendiculaire, d'être vertical. Bon, il l'est déjà. Le 21, le 20 et le 21, ce sont des dates symboliques où le soleil est le plus élevé dans nos régions, mais aussi les jours les plus longs au niveau de l'hémisphère nord. Alors, il s'avère qu'au niveau du désert, ce rayonnement conduit directement une grande chaleur parce qu'il y a concentration de rayonnement. Et cette chaleur, elle installe, elle impose une dépression saharienne qui envahit notre région. On appelle ça le chelgui. Alors, le chelgui n'est pas nouveau, c'est pas le réchauffement climatique qui l'a créé, mais le réchauffement, il l'accélère et le rend plus chaud qu'il ne l'a été. Ce sont des choses tout à fait normales. Des épisodes de chaleur de plus en plus récurrents, justement, donc ce réchauffement climatique qu'on ressent plus que jamais aujourd'hui. Les objectifs fixés par l'accord de Paris ne semblent pas avoir abouti. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un espèce d'échec des politiques entreprises vis-à-vis du climat, en tout cas? Alors, les objectifs de Paris sont ceux de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Parce qu'on ne dépasse pas les 2 degrés Celsius par rapport à l'époque pré-industrielle. Mais le souhait de l'accord de Paris, pourquoi pas ne pas dépasser 1,5. C'est une manière. Qui a déjà été dépassé l'année dernière. Mais il a été dépassé. C'était prévu qu'il soit dépassé parce que au moment où l'accord a été pris, c'était en 2015, la température avait déjà augmenté de moins 0,6 à 0,8 degrés Celsius. Donc le 1,5 n'existait pas. C'était seulement le 0,6 ou 7. Maintenant, le 1,5 est dépassé. Donc, il faut qu'on travaille sur le 0,5 degré qui manque aux 2 degrés Celsius. Et vu la situation actuelle, vu un phénomène qui contrôle tout ceci, ce qui est le bilan énergétique de la planète Terre, qui augmente et qui n'a pas l'air de se stabiliser, j'ai l'impression que ces 0,5 degrés seront dépassés beaucoup plus tôt que les scientifiques l'avaient
Est-ce qu'on va aujourd'hui vers les 2 degrés Celsius? Et si c'est le cas, est-ce que ce serait irréversible pour notre planète? Alors, moi, j'ai peur que ça soit irréversible parce que il s'agit d'un système et d'un système planétaire. On n'a aucune force et aucune puissance d'agir là-dessus, hein. C'est vrai que les activités humaines ont intervenu minutieusement et pendant longtemps, au moins 150 ans passés, sans qu'on se rende compte qu'on était en train de détruire notre maison, hein. Maintenant, la maison brûle, hein, et que faire pour arrêter le feu? J'ai peur que les mécanismes et la puissance de la machine climatique dépassent tout le monde. Et j'observe aussi qu'au niveau mondial, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et les accords de Paris, par les sommets des COP qu'on va aujourd'hui vers la 30e, on a complètement abandonné la question de l'atténuation thermique, hein, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut rien faire, hein. Donc, on travaille sur l'adaptation et sur aussi le développement énergétique, le développement thermique, hein. On va en parler des mesures d'adaptation adoptées par le Maroc tout à l'heure, mais avant cela, justement, la question importante, c'est à partir de quel moment peut-on arriver à un point de non-retour? Et la volonté politique, elle est là, la volonté politique au niveau international. On veut faire avancer les choses, mais en termes d'action, en termes de concrétisation de ces actions, quelle est la situation? Pourquoi on n'arrive pas à arranger les choses? Alors, cette question, ou ce problème, il ne suffit pas d'avoir la volonté, hein. Il faut avoir la possibilité. Et ça, j'ai peur que personne, l'humanité entière, n'a pas cette possibilité. Parce qu'il s'agit d'un système planétaire, hein, où une intervention technique pourrait être catastrophique déjà, hein, que ce soit localement, régionalement ou planétairement. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie géographique, parce qu'un système, il interagit à travers tous ses composantes, hein. Je prends l'exemple, par exemple, de la décarbonisation de l'atmosphère. C'est une chose, c'est la catastrophe la plus meurtrière auquel l'humanité pourrait intervenir. C'est que ces gaz à effet de serre, ils ont une double fonction. Tout d'abord, ils perturbent le rayonnement solaire pour atteindre le sol, hein. Et en même temps, elle empêche le rayonnement thermique de retourner vers l'espace extraplanétaire, hein. Et donc, quand on agit, on va agir sur les deux questions. Ça, c'est ce qu'on connaît. Alors, il y a des choses minutieuses auxquelles on n'a pas toutes les réponses. Les scientifiques ne prétendent pas tout comprendre, hein. Nous avons compris beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent. On est en train de continuer les recherches là-dessus. Ça prend du temps, mais la nature n'attend personne, hein. La nature agit, elle agit très rapidement, alors que la science a besoin du temps, hein, et quelles conséquences, justement, de ces chaleurs sur la biodiversité aujourd'hui et sur les écosystèmes naturels? Bon, les conséquences sont énormes, à commencer par le cycle de l'eau, hein. Il faut rappeler que la planète Terre et la vie sur Terre fonctionnent avec deux choses, hein. Tout d'abord, le rayonnement solaire et deuxièmement, l'existence du H2O, ça veut dire de l'eau sur Terre, hein. Et donc, à partir de la température, l'eau s'évapore, hein. Et avec l'évaporation, le cycle de l'eau se déclenche. Ce cycle de l'eau aujourd'hui, il est complètement différent de celui qui a été avant le réchauffement climatique. C'est que l'évaporation a augmenté, mais aussi l'espace aérien,
dans lequel est stockée la vapeur d'eau, il a une grande capacité plus importante qu'il ne l'avait auparavant. Et donc, il y a beaucoup de quantité d'eau qui échappe au sol, qui reste dans l'atmosphère, en raison de cette température. Et au moment où il revient, que cette eau revienne, on ne sait pas où, surtout dans les endroits où la température baisse, ça c'est heureusement que ça existe ça autour du pôle, hein, cette eau devrait revenir sur sol. Il devient avec une quantité énorme, hein, et ça crée beaucoup d'autres problèmes. Alors pour les gouvernements qui ont conscience de ce qui se passe et ils se préparent à lutter contre les effets néfastes de ce retour de l'eau qui est nouveau, hein, mais aussi à en profiter pour développer soit des barrages là où on a besoin, etc., etc. Alors là, justement, comment le Maroc pourrait tirer parti de cette situation? Quelles mesures, là on va y venir pour conclure justement cet entretien, quelles mesures sont mises en place en termes justement d'atténuation et d'adaptation pour les années qui viennent? Alors, l'atténuation, réellement, n'est pas concernée, nous, parce qu'on ne participe pas au gaz à effet de serre, il faut le rappeler. Mais malgré tout, on le fait parmi nos politiques, l'énergie renouvelable, les projets énergétiques marocains qui vont vers l'atténuation. Ça, c'est un cadeau qu'on fait à la planète Terre et aux terriens. Alors, à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait au niveau national? On a beaucoup travaillé sur l'utilisation de l'eau, le goutte à goutte, etc. C'est pas suffisant. Le réchauffement climatique est beaucoup plus approfondi que l'utilisation de l'eau. Il faut comprendre comment fonctionne le cycle de l'eau. Quand il revient cette eau, où il revient, qu'est-ce qu'on fait avec cette eau? Comment tirer parti de cette eau, justement, et des potentialités qu'elle peut offrir? Alors oui, alors maintenant, moi je propose à notre gouvernement de développer des endroits, des barrages pour récupérer l'eau qui revient hors sa distribution géographique connue. Par exemple, dans les zones désertiques, c'est un peu bizarre pour les gens qui peuvent écouter ça, mais il faut aujourd'hui développer des barrages ou des réservoirs dans la région, puisque aujourd'hui la nouvelle distribution de l'eau revient à cette zone, que ça soit du côté du nord par les vagues de froid, ou alors du côté du sud. Je rappelle qu'en septembre dernier, on a vécu des inondations jamais connues dues à la mousson africaine, à la mousson ouest-africaine, pour préciser. Et ça a été catastrophique. On n'a pas bénéficié de ce retour à l'eau parce qu'on n'est pas équipé pour ça. À côté de ça, il faudrait développer des infrastructures pour sauver des vies, principalement des abris pour sauver des vies. Alors ici, il faudrait rappeler que le projet royal des sites qui a été déclenché à Salé il n'y a pas longtemps pour protéger les individus et les Marocains en cas de risque, fait partie de ce que je suis en train de dire. Ça fait plaisir par l'occasion. Hein. Les Marocains peuvent être tranquilles et sécurisés, savent qu'ils seront sécurisés dans l'avenir. Alors, à côté de ça, notre agriculture doit être revue. Hein, très rapidement, M. Karouk, parce qu'on arrive au terme de cet entretien, même si je sais que le sujet nécessite bien plus de temps. Oui. Très rapidement, un dernier mot. Oui, l'agriculture marocaine, je pense qu'elle doit être revue dans sa distribution géographique, dans ses essences, dans notre comportement avec l'eau. Il faudrait pas, dans l'avenir, se plaindre de la sécheresse, parce que la sécheresse n'est réellement pas un problème au Maroc. Hein. C'est une réalité. Elle est sédentaire, elle est structurelle, beaucoup plus avant que l'installation de l'État marocain. Une réalité à laquelle il faudra s'adapter. Merci à vous, M. Mohamed Saïd Karouk, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes professeur de climatologie à l'Université Hassan II de Casablanca. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Le plaisir est le mien, madame. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.